Welcome back. We are joined again by Larry Johnson, Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints une fois de plus par Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA qui publie des articles très pertinents sur son blog Sonar 21, accessible gratuitement et sans publicité. N'hésitez pas à y jeter un œil. Merci d'être revenu. Votre article le plus récent s'intitule « La Russie refait un Oresnik », dans lequel les Russes ont promis des représailles après l'attaque de drone du 28 décembre. Au lieu d'essayer d'apaiser la situation, les États-Unis se sont lancés dans des actes de piraterie, détournant un navire russe. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Oresnik était la réponse des Russes, bien qu'il n'ait pas été armé d'une ogive. On a l'impression qu'il s'agit peut-être du dernier avertissement venant de Moscou, compte tenu de la colère qui y règne actuellement. Je me demande simplement, que voyez-vous qui se soit passé maintenant et pourquoi? What is it that you see has happened now, and I guess why? Yeah, so Russia continues to do. Oui, donc la Russie poursuit ce que j'appelle une escalade prudente. Tout a commencé le 28 décembre avec une attaque ratée contre la résidence officielle de Vladimir Poutine. Je suis vraiment convaincu que la CIA pensait que Poutine se trouverait à cette adresse et qu'ils auraient une chance réaliste de le tuer. Tout cela s'est déroulé pendant que Trump rencontrait Vladimir Zelensky à Mar-a-Lago. C'était le premier coup. Toi et moi avons parlé après cet événement. Les Russes étaient furieux. Je veux dire les Russes. The Russians were infuriated by it. I mean, and it seemed a little irrational in the sense. Cela semblait un peu irrationnel dans le sens où, vous savez, lors des précédentes attaques terroristes contre le Crocus City Center, ou même plus tôt cette année, quand Poutine s'est rendu à Kursk, et qu'après la résolution de cet incident, il y aurait eu une tentative d'abattre son hélicoptère, la Russie n'avait pas réagi avec la même colère que dans ce cas précis. Apparemment, c'est parce que l'attaque visant Poutine impliquait également une cible liée à un centre de commandement connecté à la structure de commandement nucléaire de la Russie. Et puis, plus tôt cette année, le 1er juin, les États-Unis avaient aidé l'Ukraine à mener une attaque contre les bases aériennes stratégiques russes. Encore une fois, une autre frappe contre la capacité nucléaire de la Russie. So again, another attack upon Russia's nuclear capability. So I think the Russians. Je pense donc à ce stade, les Russes ont compris que ce n'était pas des accidents. C'est délibéré et ils vont réagir, mais de manière appropriée. Alors qu'ont-ils fait cette fois-ci? Ils ont détruit 50% du gaz naturel stocké en Ukraine, 50%, et ils ont attaqué d'autres sous-stations et centres énergétiques clés à travers le Dnipropetrovsk, Kharkiv et Kiev. La Russie est donc en train, littéralement, d'éteindre toutes les lumières et l'énergie en Ukraine, alors que nous entrons dans les profondeurs de l'hiver. Et il fait froid. Ils viennent d'annoncer à Kiev que Klitschko demande aux habitants de quitter la ville, en particulier ceux qui vivent dans des immeubles ou des copropriétés de plus de 10 étages, car ils doivent couper l'eau. Sinon, les tuyaux vont éclater, et alors vous aurez des tuyaux éclatés. Tout le système de plomberie pour les eaux usées et l'eau potable disparaît. Donc la Russie agit avec mesure dans sa réponse. Elle ne s'en prend pas aux bases de l'OTAN à travers l'Europe. Je pense que ce serait une dernière étape pour la Russie. Tu m'as envoyé un article plus tôt avec lequel j'étais entièrement d'accord. C'était un avertissement à toute l'OTAN. Si vous pensez que nous ne pouvons pas vous atteindre, nous le pouvons. Nous préférons ne pas le faire. Mais si vous continuez à intensifier cette guerre, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous défendre. C'est là que tout cela mène. Eh bien, oui, j'ai interviewé plusieurs fois cette Ukrainienne, Marta Avrishko, qui est assez critique envers l'extrême droite en Ukraine. Mais elle faisait remarquer qu'à chaque fois que la Russie envoie un signal à l'OTAN, un avertissement, c'est toujours en fait contre l'Ukraine. Et cela soulève un peu la question. Pourquoi?
Bien sûr, je comprends pourquoi s'en prendre directement à l'OTAN serait un grand pas, car une fois cette ligne franchie, il devient très difficile d'éviter une guerre directe. Et puis, il y a la question des États-Unis. Vont-ils simplement vendre quelques armes aux Européens et les laisser se débrouiller, ou bien vont-ils intervenir? Ce n'est pas clair, surtout si une grande partie de l'Europe subit d'importantes destructions. Mais jusqu'où penses-tu qu'on peut encore pousser les Russes aujourd'hui? Parce que, encore une fois, c'est étrange en Occident. On n'a pas vraiment le droit de parler de ce que pensent les Russes, de leurs préoccupations en matière de sécurité, ni de la colère qui règne là-bas. Mais vraiment, chaque fois que j'entends quelque chose venant de Moscou, j'ai l'impression que leur sang bout, qui sont très en colère contre toute l'Europe, surtout contre les Allemands. Alors, à ton avis, à quel point sommes-nous réellement proches d'une guerre maintenant? How close do you think we might actually be to a war now? Oh, well, we're closer now than we were a year ago. Eh bien, nous sommes plus proches maintenant qu'il y a un an. Et vous savez, il n'y a pas eu seulement l'attaque de drones ratée contre la résidence officielle de Poutine le 28. Il y a aussi eu la capture et l'arraisonnement du ravitailleur aérien russe par les États-Unis. Et ce n'était pas, comme l'Occident a essayé de le présenter, que ce ravitailleur s'était soudainement, à la dernière minute, déclaré russe, alors qu'il ne l'était pas vraiment. Le ministre russe des Affaires étrangères a publié hier une déclaration cinglante, condamnant cela comme un acte de piraterie, le qualifiant d'illégal. Et ce qui était fascinant, c'est que l'équipage se composait de 2 Russes, dont l'un était le capitaine, de 8 Géorgiens et de 20 Ukrainiens. Maintenant, réfléchissez à cela. Vous avez la Russie et l'Ukraine en guerre, mais un capitaine russe sur un navire avec 20 membres d'équipage ukrainiens. Et apparemment, ils ne se battaient pas entre eux en mer. J'ai appris ce matin que les États-Unis avaient libéré les 2 Russes et les avaient renvoyés chez eux. Pendant ce temps, les 8 Géorgiens et les 20 Ukrainiens font face à des poursuites pénales aux États-Unis. On ne peut pas inventer ça. C'est absurde. Les États-Unis ne réfléchissent pas à leurs actes. Ils pensent pouvoir intimider, comme nous l'avons fait au Venezuela, intervenir, montrer nos muscles militaires et s'en tirer sans en payer le prix. Un de ces jours, l'OTAN ou les États-Unis, ou les deux, franchiront la ligne et la Russie sera contrainte de frapper en dehors de l'Ukraine. Pour l'instant, ils se contentent de viser des cibles à l'intérieur de l'Ukraine, y compris les installations de l'OTAN. Il y a 2 ou 3 jours, la Russie a frappé des installations à Dnipropetrovsk et à Odessa, ainsi que plus à l'ouest, en Ukraine, qui étaient toutes des usines et des installations appartenant aux États-Unis. La Russie les a attaquées et détruites. Donc vous voyez, je pense que la Russie envoie aussi un message à Washington. Je ne sais pas s'ils l'ont compris, mais au moins, la Russie ne cherche plus à éviter de frapper des cibles liées aux États-Unis ou à l'Europe. Eh bien, la dernière fois que nous avons parlé, j'ai mentionné que l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, avait fait remarquer que dans les bunkers situés sous la résidence, ou du moins à proximité, se trouve le centre de commandement nucléaire russe. Et cela aurait été, selon lui, l'une des raisons pour lesquelles les Russes étaient si en colère. Ils y voient une frappe directe des États-Unis contre leur capacité de riposte. Je n'ai aucun moyen de vérifier si c'est exact, mais cela s'inscrirait dans un schéma plus large. La frappe sur la base d'Engels, où la Russie garde ses bombardiers stratégiques armés de têtes nucléaires. On peut d'ailleurs ajouter que cela correspond aussi à l'attaque contre les radars d'alerte précoce nucléaire russes, censés les prévenir en cas de frappe nucléaire imminente. C'est une cible étrange, car cela n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et cela rend aussi les Russes, je suppose, plus inquiets.
moins de temps pour se préparer. Ils devront donc appuyer sur le bouton de riposte beaucoup plus vite, avec moins de temps pour réfléchir. Et bien sûr, comme on l'a vu en juin 2025, il y a eu l'attaque contre les bombardiers nucléaires russes que le FSB a attribué au MI6. Mais je suppose que la CIA a également joué un rôle dans tout cela. Alors, comment, encore une fois, si cette attaque contre la résidence de Poutine s'inscrit dans cet ensemble, quel est l'objectif ici pour les États-Unis? Est-ce de se préparer à une première frappe nucléaire? Est-ce de signaler une domination dans l'escalade en disant en substance aux Russes « Nous pouvons monter les échelons et aller plus loin que vous, alors reculez ». Est-ce pour faire pression sur les Russes afin qu'ils acceptent certaines concessions ou pour provoquer une réaction qui entraînerait les Russes plus directement dans une guerre avec les Européens? Comment évaluez-vous cela? Parce que c'est au-delà de la provocation. Je veux dire, lorsque la Russie réagira, si nos dirigeants osent dire que c'était non provoqué, ce serait incompréhensible. Imaginez si quelque chose de ce genre s'était produit pendant la guerre froide. Cela aurait eu son propre chapitre dans les livres d'histoire. Je me remets dans mon ancien rôle, assis au siège de la CIA, à la place d'analyste que j'occupais autrefois. La question descend du 7e étage. Le 7e étage, c'est là où siège le directeur de la CIA. Et on dit très bien, la Maison-Blanche veut savoir que vont faire les Russes. Quelle est leur véritable intention? Ou, si j'inverse la situation, j'occupe maintenant ce même poste pour Vladimir Poutine au sein du FSB. La première chose que je dois évaluer, c'est les États-Unis respectent-ils le droit international et les accords internationaux? Je devrais répondre non. Sous Donald Trump, les États-Unis ont abandonné toute prétention à reconnaître le droit international ou les traités internationaux comme valides. Au contraire, les États-Unis, sous Trump, ont clairement montré qu'ils allaient prendre ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, tuer qui ils veulent. Ils feront tout ce qu'il faut si cela sert leurs intérêts. Voilà le premier danger. Maintenant, la Russie dit très bien, si vous êtes Vladimir Poutine et que vous entendez cela, vous ne pouvez plus compter sur aucune promesse ni sur rien d'écrit. Tout ce que les États-Unis ont signé, ils ne le respectent plus. Et Trump le dit très clairement, et pas seulement Trump, mais aussi Stephen Miller, Marco Rubio. Des membres de premier plan de l'administration Trump disent en substance, vos accords internationaux et votre droit international, on s'en moque, d'accord? Cela ne veut rien dire. Donc, de ce point de vue, lorsque vous, en tant que Russie, avez essayé de respecter les conventions internationales et de faire respecter les lois internationales, y compris les accords visant à limiter la production d'armes nucléaires, il faut prendre du recul et se dire, d'accord, au cours des 25 dernières années, George W. Bush s'est retiré du traité sur les missiles antibalistiques. Donald Trump a unilatéralement abrogé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Et aujourd'hui, il a refusé les propositions visant à poursuivre ou à maintenir le traité New START afin que nous puissions contrôler les missiles balistiques intercontinentaux. Donc avec tout cela en toile de fond, si j'étais la Russie, nous devrions nous préparer à la guerre. La seule chose que les États-Unis comprendront, c'est la force, et les négociations sont une impasse. Si j'étais l'analyste, c'est ce que je dirais à Vladimir Poutine. Maintenant, c'est à lui de décider quoi faire. C'est un excellent point, car la seule raison pour laquelle les Russes disposent de ces missiles hypersoniques, la raison pour laquelle ils ont consacré autant d'efforts à leur système de missiles, est qu'ils avaient prévenu qu'ils feraient cela depuis plus de 20 ans. C'est lorsque les États-Unis ont annoncé en 2001, puis bien sûr que cela est entré en vigueur en 2002, leur retrait du traité ABM, que les Russes ont déclaré « Eh bien,
Nous devons maintenant développer des missiles capables de contourner votre bouclier antimissile balistique. La préoccupation était que le bouclier antimissile balistique ne pourrait de toute façon jamais empêcher une première frappe russe, car il y aurait trop de missiles. Ce serait accablant. Il est plus ou moins juste de dire que l'objectif est de permettre une première frappe. Autrement dit, au lieu d'avoir des armes nucléaires comme moyen de dissuasion, cela leur donne une fonction offensive, car il suffit qu'elles soient assez puissantes pour absorber les capacités de riposte de la Fédération de Russie. C'est une source d'inquiétude. Et même si les États-Unis ne lançaient pas une première frappe, la crainte est que, s'ils pensent en avoir la capacité, cela les rendrait en pratique plus enclins à l'escalade. Car désormais, le champ peut monter sur l'échelle de l'escalade et les Russes devraient reculer. Je veux dire, c'est précisément pour cette raison qu'il existait un traité ABM. Les armes nucléaires ne devaient pas avoir de vocation offensive. Il est donc étrange que nous ayons mis en place toutes ces incitations pour que la Russie développe ses armes. Mais pourquoi, selon vous, les Russes n'y ont-ils pas installé d'ogives? Parce que c'est la première fois que les Russes ont développé l'Oreshnik. Je crois qu'en juin dernier, ils en ont lancé un sans ogive, à titre d'avertissement. Et cette fois, ils en ont lancé un sans avertissement dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise. Eh bien, permettez-moi de vous corriger à ce sujet. D'après ce que j'ai lu, les Russes ont effectivement prévenu les États-Unis 3 heures avant le lancement, car ils voulaient s'assurer que les Américains, qui disposent de satellites surveillant les lancements pouvant ressembler à des missiles balistiques intercontinentaux, comprennent que ce qu'ils lançaient était un missile de portée intermédiaire. Ils n'ont pas précisé où il allait en Ukraine, seulement qu'il resterait confiné au territoire ukrainien. Donc oui, ils ont été avertis à l'avance, et ensuite les États-Unis ont commencé à passer des appels, disant aux gens « Faites attention, quelque chose de grave arrive ». Oui, je ne suis pas sûr que ce soit lié à l'avertissement, mais j'ai vu que les États-Unis avaient averti le personnel de leur ambassade ou quelque chose comme ça. Exact. Cela avait-il un lien avec cet avertissement? Eh bien non, c'était sans rapport, car cela s'était produit quelques jours plus tôt. Oh, désolé. Je pense que l'ambassade a peut-être été prévenue par les Russes, disant « Écoutez, nous allons riposter, mais ce sera à l'intérieur de l'Ukraine. » Donc, vous savez, les États-Unis ont pris cela comme « D'accord, les Américains, fichez le camp, restez discrets. » et ainsi de suite. Mais pour le lancement spécifique de l'Oreshnik, apparemment, les États-Unis en ont été informés 2 à 3 heures à l'avance. Donc encore une fois, la Russie essaye d'éviter de faire quoi que ce soit unilatéralement qui pourrait être mal interprété et faire dégénérer la situation en guerre nucléaire. Eh bien, en ce qui concerne la saisie des navires russes, je veux dire, tout comme le retrait du traité sur les missiles antibalistiques a encouragé la Russie à développer le missile hypersonique, nous voyons cette nouvelle tendance consistant à se livrer à des actes de piraterie, détourner ou attaquer des navires. Vous savez, au début, ils ont prétendu que c'était l'Ukraine qui avait attaqué des bâtiments russes, même en Méditerranée. Mais cela devient de plus en plus éhonté, je suppose. Oui, il y a de moins en moins besoin de dissimuler ce qu'ils font. C'est donc une forme d'incrémentalisme. Mais, étant donné que c'est la nouvelle approche vis-à-vis de la Russie, il semble très prévisible que la conséquence sera que la Russie commencera à protéger de plus en plus ses navires par la force militaire, ce qui signifie que la marine russe sera beaucoup plus active en mer Baltique. Cela va devenir beaucoup plus actif en mer Noire et aussi dans l'Arctique, ou en réalité partout où ils iront. Où voyez-vous que cela mène?
Parce que, encore une fois, les États-Unis se sentiraient plus confiants ici, étant donné qu'ils sont une puissance maritime bien plus importante. Mais le risque de guerre par erreur de calcul augmente de façon spectaculaire, cependant. Oui, eh bien, laissez-moi revenir à l'exemple que j'essayais d'utiliser, celui d'un analyste du renseignement russe qui doit informer le président Poutine ou répondre à ses questions sur les intentions et les capacités des États-Unis. Donc, pour inverser la question, le président Poutine pourrait me demander « Monsieur Johnson, pouvez-vous me donner un seul exemple où les États-Unis ont donné la priorité au droit international pour limiter leurs actions ?» Et je devrais répondre non. Vous savez, la piraterie en mer, quelle est la différence avec la piraterie sur terre lorsqu'ils enlèvent et kidnappent un président élu? Maintenant, nous pouvons prétendre qu'il est illégal et illégitime, mais cela reste tout de même à l'intérieur des frontières du Venezuela. Nous n'aimons peut-être pas cela, mais il était tout de même considéré à l'international comme le dirigeant élu. Donc la réponse est non, je ne peux pas. On part alors du principe que les États-Unis ne sont soumis à aucune contrainte juridique. À la place, c'est la loi du plus fort qui prévaut. S'ils pensent pouvoir s'en tirer, ils le feront. Du point de vue de la Russie, ils ont déjà utilisé par le passé beaucoup de ces navires, qu'ils appellent des navires fantômes. Mais tout ce que cela signifie, c'est que ces navires ne sont plus assurés par Lloyd's of London. Ils sont assurés soit en Chine, soit en Russie. Je pense que la Russie et la Chine en arrivent maintenant au point de se dire « Vous savez quoi? Nous allons le faire nous-mêmes. » Nous allons immatriculer ces navires sous nos propres pavillons, des navires battant pavillon russe et chinois. Et il ne me surprendrait pas que la Russie commence à déployer, disons entre 15 et 30 membres des forces spéciales sur ces navires pour les protéger, de sorte que tout hélicoptère approchant s'exposerait à un risque de tir létal. De même, toute tentative des Navy SEAL de monter à bord d'un navire en route essuierait des tirs provenant du bord. On ne veut pas en arriver là, mais ce serait une meilleure option que de risquer une confrontation une fois le navire saisi. Je pense qu'il y a eu une surestimation flagrante de l'importance du pétrole vénézuélien pour, disons, la Chine. Je regarde ce que faisaient les Chinois. Ils rendaient service au Venezuela. Ils achetaient son pétrole, dont ils n'avaient pas besoin. C'est un peu comme ici aux États-Unis. Chaque année, nous avons cette organisation appelée les Girl Scouts. Elle s'adresse aux filles d'environ 8 à 13 ans. Et l'une des activités qu'elles font chaque année pour récolter des fonds, c'est de vendre des biscuits. Eh bien, imaginez que la Chine ait sa propre entreprise de fabrication de biscuits. Mais son voisin, une petite fille, ils vont lui acheter quelques boîtes de biscuits. C'est ce qu'ils faisaient avec le Venezuela. Ils lui achetaient des biscuits. Sauf que dans ce cas, c'était du pétrole, pour aider l'économie vénézuélienne. Mais ce n'était pas quelque chose dont la Chine dépendait, ni une ressource qu'elle ne pouvait obtenir ailleurs. Pas du tout. C'était encore une fois la Chine qui cherchait à accroître son influence en apportant de l'argent et de l'aide, plutôt qu'en recourant à la menace ou à la coercition militaire. Oui, eh bien, on a souvent fait remarquer que si les Chinois ne peuvent pas acheter de pétrole ailleurs, ils deviendront plus dépendants du pétrole russe, ce qui ne ferait que les rapprocher davantage. Et si l'on lit les travaux des eurasistes russes, surtout du début du XXe siècle, leur principal argument était que notre faiblesse réside dans notre tentative de nous développer comme une puissance maritime d'Europe occidentale. Mais nous sommes une puissance eurasienne, et comme ils contrôlent de toute façon les mers, ils chercheront toujours à freiner notre développement en nous bloquant sur mer. Ce que nous devrions faire à la place, c'est regarder vers l'Est, créer des corridors terrestres et nous relier à toutes les grandes puissances eurasiennes et asiatiques.
Il semble simplement qu'il y ait ici des conséquences imprévues. There's some unforeseen consequences here. Let me just interject. Mais permettez-moi d'intervenir un instant. C'est une preuve supplémentaire à l'appui de la position de notre ami commun, Sergueï Karaganov, selon laquelle l'avenir se trouve à l'Est et non à l'Ouest. Je veux dire, c'est comme si Donald Trump défendait lui-même la thèse de Sergueï. Oui, mais c'est bien là le problème, quand on transforme la connectivité économique en arme. Si tu veux prévoir comment ils pourraient agir maintenant que les États-Unis s'impliquent davantage dans la piraterie, non seulement contre le Venezuela, mais aussi contre les navires russes. Tu sais, on a déjà connu ce problème au large des côtes somaliennes. On avait simplement mis beaucoup de soldats et de mercenaires armés sur les navires. Eh bien, il semble que ce soit nous maintenant, les Somaliens, à détourner des navires. Mais il y a aussi d'autres aspects. Le vol des avoirs souverains des pays, ce qui est inédit. L'interdiction d'accès aux banques et aux systèmes de paiement. Le blocage de l'accès aux technologies. Cela ne fonctionne qu'un temps, jusqu'à ce que les pays trouvent des moyens de le contourner. Et une fois qu'ils y parviennent, tout devient, je suppose, beaucoup plus laid. Mais je voulais te demander, si tu devais conseiller le Kremlin, que leur dirais-tu sur les intentions de Washington concernant les négociations? Je veux dire, vers quoi se dirigent les négociations maintenant? Eh bien, les négociations sont dans une impasse. Elles ne sont pas sérieuses. Les États-Unis ne sont pas sérieux quant à la conclusion réelle d'un accord avec la Russie. S'ils l'étaient, et je le suggérerais au président Poutine, lors de votre prochaine rencontre avec Steve Witkoff et Jared Kushner, dites, écoutez, si nous voulons avoir la moindre chance que ces discussions aboutissent, il va falloir des mesures concrètes, des démonstrations de votre sérieux. Et cela signifie, premièrement, nommer un ambassadeur en Russie qui soit une personne sérieuse, quelqu'un dont nous savons qu'il aura un accès direct au président Trump. Deuxièmement, lever ou suspendre toutes les interdictions sur les vols directs entre la Russie et les États-Unis. Cela doit cesser. Troisièmement, mettre fin à toutes les restrictions empêchant les consulats russes d'ouvrir aux États-Unis afin de faciliter les voyages entre nos deux pays. Quatrièmement, restituer les biens, les propriétés russes saisies dans nos missions diplomatiques à New York et à Washington, D.C. Et lever les restrictions sur les déplacements de nos diplomates. Faites ces 4 choses, et alors nous saurons que vous êtes sérieux à propos du dialogue. Sinon, vous savez, nous n'allons pas perdre notre temps. Voyons si les États-Unis le feront. Je ne pense pas qu'ils le feront. Eh bien oui, parce que je pense souvent aux négociations qu'ils ont eues avec l'Iran, et Trump faisait remarquer qu'ils avaient fait de grands progrès juste avant de lancer une attaque surprise contre l'Iran. Eh bien, si vous êtes assis à Moscou, vous ne pouvez pas ne pas remarquer que, alors que Trump se présente comme le faiseur de paix et affirme avoir une excellente relation avec Poutine, et qu'il négocie pour mettre fin à cette guerre, ils en sont à 90%, on ne peut pas ignorer que les stratèges derrière tout cela sont principalement des généraux américains installés en Allemagne. Ce sont des agents de la CIA derrière les attaques contre les raffineries et les navires russes. C'est la dissuasion nucléaire. Encore une fois, ce sont des armes américaines lancées par des sous-traitants américains, guidées par des satellites américains, avec des cibles choisies par le renseignement américain. Et bien sûr, tous les arguments de Trump, selon lesquels nous devons imposer des sanctions massives et faire pression sur des pays comme l'Inde pour qu'ils cessent de commercer avec la Russie, ainsi que les discours affirmant que nous devons affaiblir la machine de guerre russe, ce qui revient en réalité à dire que nous allons détruire notre propre économie. Tout ce discours, sans aucun progrès dans les négociations, n'a tout simplement aucun sens.
Pourquoi les Russes continuent-ils à jouer le jeu? Penses-tu que c'est sincère ou bien qu'ils se rendent compte que c'est une impasse, mais qu'ils s'amusent de Trump? Well, no, I think there's an element of Eh bien non, je pense qu'il y a un certain degré de pression venant de la Chine, de l'Inde et dans une moindre mesure du Brésil pour que la Russie fasse un effort sincère afin de négocier avec les États-Unis. Maintenant, je pense qu'à la suite de l'attaque contre la résidence de Poutine et de l'enlèvement du président Maduro, la pression qui aurait pu venir de la Chine, de l'Inde et du Brésil sur cette question s'est désormais atténuée, et de manière significative. Je crois qu'ils reconnaissent maintenant que les États-Unis sont un pays sans foi ni loi. Nous ne voyons absolument aucune raison de respecter les conventions ou les règles internationales. Cela n'existe pas. Et écoutez Stephen Miller, ils affirment ouvertement qu'il n'existe rien de tel que le droit international. Nous n'avons pas à le suivre. Nous sommes les plus grands, les plus forts, la superpuissance. Va te faire voir. Nous allons faire ce que nous voulons faire. Et tu sais, si l'un de ces pays avait encore des doutes persistants sur le fait que la Russie ait pu exagérer ou déformer la position des États-Unis, eh bien les États-Unis viennent maintenant de le dire ouvertement. C'est un peu comme cette scène dans le film Quelques hommes d'honneur avec Jack Nicholson. Il insiste sur le fait qu'ils n'ont pas commis cet abus contre le jeune soldat. Et finalement, sous contre-interrogatoire, il admet « Bon sang, oui, j'ai ordonné un code rouge ». C'est exactement ce que Stephen Miller et Donald Trump ont fait. Ils ont essentiellement reconnu « Oui, nous l'avons fait et nous allons le refaire ». Et le reste du monde se dit « Waouh, attendez une seconde. Adieu l'ONU ». Ils ont admis que l'ONU est une plaisanterie, quelque chose dont il ne faut pas tenir compte. C'est la loi de la jungle. Et Dmitri Medvedev, je pense, l'a justement observé et commenté au cours des dernières 24 heures. Il a dit, eh bien, c'est une question de savoir qui est le plus grand et le plus fort dans la jungle. Tout repose sur la force. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, ce n'est pas une question de droit. Or, cela va complètement à l'encontre de l'approche de Vladimir Poutine. Car en tant que juriste, il a été formé à respecter la loi. Vous savez, certains disent « Oh, c'est ridicule, mais non ». Il a toujours tenu à mettre les points sur les i, à suivre les procédures et à agir de manière légale, conformément au droit international. Et voilà qu'on leur dit, depuis une dizaine de jours, que le droit international n'a plus d'importance et que la Russie doit être prête à agir en conséquence. Eh bien, c'est un problème. S'il n'existe pas de droit international, alors la force fait loi. Vous envoyez un signal au système international selon lequel, si vous voulez une quelconque protection ou pensez pouvoir bénéficier de droits en matière de sécurité, cela doit être soutenu par la puissance, par les armes. Et cela peut encourager de nombreux pays à s'équilibrer face aux États-Unis. Si les États-Unis disent essentiellement au reste du monde que la seule raison pour laquelle nous suivons les règles est que vous disposez d'un pouvoir que vous pouvez utiliser contre nous, alors je pense que c'est un réveil pour de nombreux États. Avec le Venezuela, par exemple, les Européens semblaient choqués. Comme si, pourquoi ne disent-ils pas simplement les mots magiques « démocratie » et « liberté » ? C'est pour ça que vous êtes allé au Venezuela. Dans ce cas, c'est légitime et nous pouvons le soutenir. Mais au lieu de cela, ils ont simplement dit « Non, c'est le pétrole. C'est notre hémisphère. Partez, c'est notre pétrole. » Et puis bien sûr, quand ils ont dit aussi qu'ils voulaient le Groenland, les Européens ont demandé « Eh bien, pourquoi? Quelle revendication avez-vous? C'est un territoire souverain. Ah, nous en avons besoin. » C'est juste que, il n'y a même plus, du moins autrefois il y avait, une sorte de prétexte, vous savez, peut-être qu'il y avait une loi ici ou là. Maintenant, on dirait simplement qu'on l'ignore. These are the tactics of organized crime.
Ce sont les tactiques du crime organisé. Vous savez, vous tenez une épicerie ou un restaurant, et les types de la mafia locale arrivent en disant « Eh, joli restaurant que vous avez là. À partir de maintenant, vous allez nous verser 25% de vos bénéfices chaque mois, parce qu'on va vous aider à garder l'endroit en bon état. Et si vous ne le faites pas, le restaurant sera beaucoup moins agréable. Vous devez payer. » C'est de cela qu'il s'agit, ce genre de coercition. Et simplement le fait qu'ils insistent « Oh oui, il nous faut le Groenland. » Dans quel but? Pour que nous puissions bloquer la Russie et la Chine. D'accord. D'accord. Oui, et quand les Danois et les Européens en général disent aux Américains « Eh bien, vous savez, nous sommes alliés. Vous pouvez avoir plus de bases ici si vous voulez. » Ils répondent « Non, 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 il faut que ce soit sous notre contrôle. » Ça donne aussi une idée de ce qui nous attend à l'avenir. Il se peut que nous ne restions pas amis très longtemps. Et vous savez, il vaut mieux que ce soit sous notre propre contrôle. Mais dans cette négociation, enfin non, c'était des négociations. Désolé, ils continuent d'appeler ça des négociations quand les Européens, les Américains et les Ukrainiens discutent entre eux. Ils appellent ça des négociations. Je crois qu'ils oublient qu'ils sont tous du même côté contre la Russie. Mais quoi qu'il en soit, à Paris, les Européens semblaient très confiants. Ils pensaient que les Américains allaient leur offrir une garantie pour le déploiement de troupes européennes en Ukraine. En d'autres termes, si, ou plutôt quand, ils envoyaient des troupes en Ukraine et que les Russes les anéantissaient, alors les Américains interviendraient. Mais cette hypothèse ne sortait pas de nulle part. Il semble que les États-Unis leur aient laissé, très délibérément, cette impression avant de se retirer. Cela soulève donc une question. Pourquoi? L'administration Trump essaie-t-elle d'encourager les Européens à envoyer des troupes, même s'ils ne seront pas protégés? Encore une fois, s'agit-il d'un effort pour mettre fin à la guerre ou veulent-ils simplement pousser les Européens à prolonger le conflit dans une nouvelle phase? Non, en fait, je pense que je vais d'abord examiner la situation du point de vue de la Russie. Vous savez, quand on voit son ennemi, son adversaire, se suicider, il ne faut pas intervenir pour l'en empêcher. Au contraire, il faut l'encourager à continuer. Et c'est ce que je pense que la Russie voit actuellement faire les États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. L'une des préoccupations légitimes des Russes jusqu'à présent était qu'une OTAN unifiée représente une menace importante pour la Russie. Maintenant, en observant les frasques de Trump et sa provocation de confrontation avec le reste de l'OTAN, et nous avons vu, au cours des dernières 24 heures, des commentaires de Macron et, vous savez, d'un membre, je crois, de la législature française disant « Eh, nous devons nous retirer de l'OTAN, nous devons en sortir. » Tout à coup, la perspective d'une OTAN désunie et divisée devient très réelle. Si je me plaçais du point de vue du renseignement russe, je ferais tout mon possible pour encourager cela. Plus il y en a, mieux c'est, car au final, cela nous rendra plus sûrs à long terme. Mais Trump semble agir presque comme un agent de la Russie à cet égard. Au lieu de promouvoir l'unité, il fait ce qu'il peut. Il provoque des confrontations avec le Danemark. Aux États-Unis, si vous demandez à la plupart des gens de situer le Danemark sur une carte, seuls ceux qui ont vu beaucoup de vieux films hollywoodiens avec Danny Kaye le sauraient. Tu te souviens de Danny Kaye? C'était cet acteur connu pour chanter cette chanson sur la merveilleuse, merveilleuse Copenhague. Tu sais, cet air entraînant. C'était le Danemark. Mais maintenant, le Danemark mobilise la petite force militaire qu'il possède et l'envoie au Groenland pour repousser les États-Unis. Mon Dieu, on dirait un film de Peter Sellers, tu sais, The Mouse That Roared. Alors si tu es la Russie et que tu regardes ça, tu cries simplement « Remets une bûche sur le feu ».
Parce que plus l'OTAN se divise à cause de cette question d'intimidation américaine, mieux c'est pour la Russie. Oui, je pense que c'est une citation attribuée à Napoléon. Il a dit « N'interrompez jamais votre ennemi quand il est en train de faire une erreur ». Et je pense que c'est une bonne raison, non pas pour rester discret, mais parce que l'idée, c'est que si la Russie ne le fait pas, plus elle réagit, plus elle unira les pays occidentaux. Mais si elle recule un peu, tout s'effondrera de lui-même. Eh bien, et moi, Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on observe une certaine retenue de la part de la Russie dans l'utilisation, par exemple, du missile Iskander, en ne dépassant pas les frontières de l'Ukraine, en frappant des cibles à l'intérieur du pays, afin de minimiser les pertes civiles, tout en maximisant les dégâts sur les infrastructures ukrainiennes, de sorte qu'elles ne puissent plus chauffer les habitations ni fournir de carburant aux usines. Donc, juste une dernière question. Vers où va cette guerre maintenant? Parce que nous voyons les lignes de front continuer à se détériorer, je pense, dans la région de Zaporojie. C'est plus clair là-bas qu'ailleurs. Mais il y a aussi une poussée vers le Dnipro, Kharkiv et la région de Sumy. Mais avec toutes ces victoires militaires, à mesure qu'elles s'accumulent, il y a aussi davantage de pression sur, comme je l'ai dit auparavant, l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, ainsi que sur sa capacité à produire, à la fois pour l'économie et pour l'effort de guerre. Et bien sûr maintenant, comme vous l'avez également mentionné, lorsque le maire de Kiev, Klitschko, encourage les habitants à quitter la capitale, eh bien, où vont-ils aller? Je suppose qu'il a dit, plus ou moins, que si quelqu'un a un autre endroit où aller, il devrait le faire. Mais pour beaucoup de gens, cela signifiera quitter le pays. Encore une fois, cela présente, je suppose, de nombreux avantages pour la Russie. D'une part, cela paralyse l'économie. Cela ralentit un peu la société. Cela rend plus difficile pour eux de réellement combattre. Mais en même temps, cela facilite la conquête des villes si elles ne sont pas pleines de civils susceptibles d'être tués. Alors, voyez-vous cela comme une préparation à un affrontement final? Je veux dire, cherche-t-il un effondrement? Parce que ce n'est pas comme si ça pouvait durer éternellement. Plus il y a de brèches sur la ligne de front, plus les Ukrainiens essayent de les combler avec des réserves. À un moment donné, il n'y a plus de réserves, et alors toutes les brèches commenceront à céder en même temps. Oui, non. L'Ukraine a clairement un problème de main-d'œuvre. La Russie, elle, dispose d'un excédent de force. Ils n'ont cessé de se renforcer. Je pense que le total des forces terrestres russes s'élève maintenant à environ 1,5 million d'hommes, et ils mènent à la fois des campagnes de mobilisation et de recrutement pour porter ce chiffre à plus de 2 millions. Et ce n'est pas seulement pour vaincre l'Ukraine. C'est aussi en vue de la guerre suivante contre l'OTAN, pour laquelle ils se préparent. Cela ne veut pas dire qu'ils vont la mener, mais cela signifie qu'ils sont prêts. Ils anticipent et planifient afin de ne pas se retrouver dans la situation de 2022 quand ils n'avaient pas vraiment tout prévu. Ils avaient un bon plan A, mais pas de bon plan B, ni de plan C si le plan A échouait. En quelque sorte, l'inconnu maintenant, ou la variable introduite dans tout ce calcul qui en change le résultat, c'est le comportement erratique de Trump. Si Trump poursuit la confrontation avec le Danemark à propos du Groenland, cela va accélérer le déclin de l'OTAN et l'affaiblir davantage. En fait, on a déjà Meloni, la première ministre italienne, qui dit « Eh bien, peut-être qu'il est temps de commencer à parler avec la Russie. » Et les Russes seraient ravis de discuter. Ils préfèrent s'entendre avec les Européens plutôt que l'inverse. Ils ne détestent pas les Européens, mais ce n'est plus quelque chose dont ils ont absolument besoin, une relation avec eux.
Quant à la situation militaire sur le terrain en Ukraine, je pense qu'elle va rapidement se détériorer par rapport à ce que nous voyons actuellement. Cela va s'accélérer et la Russie terminera de chasser les soldats ukrainiens du Donetsk. Ils seront alors très avancés. En fait, en ce moment, ils se trouvent à environ 20 km de Zaporizhia, cette immense ville. Même situation à Sumy. Ils en sont donc au point où ils pourront encercler et envelopper Zaporizhia, Dnipro, Dnipropetrovsk et Sumy. Et tout à coup, 3 grandes villes de l'Ukraine risquent d'être perdues. À ce stade, Poutine a clairement indiqué que l'accord actuellement sur la table serait remplacé par un nouveau, ce qui signifie que s'ils occupent Dnipropetrovsk, Sumy et Poltava, alors ces oblasts auront la possibilité de voter pour devenir une partie de la Russie. Oui, Zelensky vient tout juste, je crois que c'était il y a quelques heures, de faire une déclaration selon laquelle la tactique des Russes maintenant consiste à paralyser, c'est à peu près son expression, les villes ukrainiennes. Donc, si les villes sont paralysées, comme on le voit actuellement à Kiev, alors en substance, le pays s'arrête et la guerre est terminée. Et comme vous l'avez dit, étant donné, et là on ne parle que de Kiev, mais étant donné la proximité qu'ils ont désormais avec des villes comme Sumy, Kharkiv et Zaporizhia, ce sont là les grandes villes. Donc oui, Kiev est la plus grande, Kharkiv la deuxième. C'est quand même important. Alors, désolé, une dernière question. Bien sûr, quelle est la prochaine étape alors? Parce que les Européens ont été très clairs. Ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Ils pensent que si la guerre se termine, cette immense armée russe pourra alors se déployer vers la mer Baltique ou quelque part le long de leurs frontières. Donc, il vaut mieux maintenir la guerre. Mais s'il n'y a aucune volonté d'y mettre fin, eh bien, que pourraient-ils faire? Et vous savez, les États-Unis sous Trump avaient un ton plus conciliant. Ils voulaient conclure un accord et tout cela. Mais malgré tout, les agences de renseignement, ce n'est pas comme si elles allaient être chassées d'Ukraine sans se battre. La CIA ne va nulle part. Alors, que se passerait-il, je suppose, le lendemain? Disons que l'Ukraine capitule demain. À quoi cela ressemblerait-il réellement? Y aurait-il différentes factions en Ukraine qui se retourneraient les unes contre les autres? Y aurait-il une guerre civile? J'ai l'impression qu'un ensemble de nouveaux problèmes apparaîtraient dès le lendemain. Eh bien, la clé de tout cela sera de savoir qui contrôle les armes, qui détient l'armée, qui aura encore la capacité de mener des opérations militaires ou paramilitaires en Ukraine. Ce seront eux qui prendront les décisions. Et vous savez, la Russie est assez avisée pour comprendre qu'elle devra traiter avec eux. Et si cela en vient à les tuer, ils les tueront. C'est la même chose que ce qui s'est passé lors de la deuxième guerre de Tchétchénie. J'ai vu un commentaire fascinant d'Abdi Aladinov, et j'ai la chance de considérer Abdi comme un ami. Il était assis devant un drapeau symbolisant sa foi islamique et le drapeau national russe. C'est avant tout un patriote russe. Mais il réagissait à l'arraisonnement de ce navire, le Marinera, qu'il a essentiellement perçu comme une provocation directe, une attaque directe contre la Russie à laquelle il faudra répondre. Je pense que la prochaine étape sera encore que la Russie limite ses opérations militaires à l'Ukraine. Mais je ne serais pas surpris de les voir s'adresser aux États-Unis en disant « Nous vous mettons en garde pour la suite ». Tout avion de reconnaissance américain dans la mer Noire ou le long de nos frontières sera une cible légitime et nous l'abattrons. Donc si vous continuez à en envoyer, nous les abattrons. Nous vous mettons en garde.
et déployer des forces sur des navires battants, pavillons russes, qui résisteront à toute tentative des États-Unis de monter à bord de ces navires. Cela va aggraver la situation et les États-Unis pourraient tenter de riposter. Je pense donc qu'il existe un risque important, à la fois que cela dégénère en confrontation militaire, et aussi concernant ce qui se passera lorsque les États-Unis et Israël attaqueront l'Iran. La Russie entretient désormais une relation militaire plus étroite que jamais pour aider l'Iran à se défendre. Nous avons donc appelons-les deux grands barils de poudre, ouverts, et nous nous promenons en fumant des cigarettes et en jetant des cendres. C'est un comportement dangereux à proximité de poudre ouverte. Eh bien, c'est ce qui semble, le scénario dangereux maintenant. C'est qu'à mesure que la guerre touche à sa fin, le camp perdant, c'est-à-dire l'OTAN et bien sûr l'Ukraine aussi, deviendra plus désespéré. Pendant ce temps, les Russes l'hubris pourrait aussi poser problème de leur côté. Ils pourraient devenir un peu trop audacieux. Mais au-delà de cette audace, tout le dispositif que nous avons eu au cours des 4 dernières années, du genre « Oh, c'est une grande guerre, maintenant nous pouvons essentiellement utiliser l'Ukraine comme position de tir. Nous pouvons attaquer la flotte russe de la mer Noire. Nous pouvons lancer des missiles sur la Russie. » L'OTAN est-elle prête à renoncer à ce privilège une fois la guerre terminée? Il semble, comme vous l'avez dit, qu'à un moment donné, les Russes finiront plus ou moins par se demander « Pourquoi acceptons-nous que ces drones occidentaux survolent la mer Noire pour choisir des cibles contre nous ?» Plus ils se sentiront confiants dans leur combat contre le proxy occidental, plus ils seront, je suppose, enclins à riposter contre l'Occident. Bien sûr, l'Occident n'est pas une entité unique. Je suppose qu'ils chercheraient d'abord à punir les Allemands, par exemple, puisqu'ils ne possèdent pas d'armes nucléaires, qu'ils sont très méprisés et qu'il est douteux que les Américains viennent à leur secours. Mais quelque chose va changer. Cela ne peut plus continuer ainsi. Mais as-tu vu le commentaire de Merz? Je l'ai trouvé amusant. Il a dit « Oui, non, enfin, nous ne déploierons pas de forces allemandes en Ukraine sans l'autorisation de la Russie. » Je me suis dit « Tiens, il n'est pas complètement fou. » Il a reconnu que, tu sais, si tu as la coopération de la Russie, c'est une chose. Mais si tu ne l'as pas, tu ne le fais pas. Ce qui, apparemment, est un message que Keir Starmer et son équipe n'ont pas encore compris. Oui, mais c'est juste un argument normatif. Nous pouvons déployer des troupes en Ukraine parce que l'Ukraine est un pays souverain. Il nous invite, et la Russie ne peut rien dire. Je veux dire, cela semble moralement juste et correct, mais c'est notre projet depuis 30 ans, créer une Europe sans la Russie. Nous avons fait en sorte que la Russie ne participe à aucune des grandes institutions européennes, que ce soit l'UBB, l'OTAN ou tout ce qui définit l'Europe. Et maintenant, elle n'a plus de voix. Alors, nous pouvons faire comme si la Russie n'existait pas. Le problème, c'est que vous savez, la Russie va s'affirmer autrement. Cette idée selon laquelle nous n'avons pas besoin de la permission de la Russie, eh bien, en quelque sorte, si. Si vous ne l'avez pas, vous serez accueillis par les Oreshniks. Je ne comprends vraiment pas cette classe politique. Je pense qu'il faut rappeler l'ancienne garde de la guerre froide. Ces dirigeants, au moins, avaient un peu de bon sens et un certain respect pour la guerre et pour leurs adversaires. Eh bien, encore une fois, repensez-y. Ils sortaient d'une guerre terriblement destructrice. Ils avaient perdu des amis et de la famille. Ils avaient vu leur pays dévasté. Ils savaient quel en était le prix. Vous savez, ce prix n'était pas une construction théorique. Il était réel, tangible. Et ils savaient qu'ils ne voulaient pas reprendre ce chemin. Ils avaient donc une forte motivation pour dire « Mettons en place des règles de vie sur lesquelles nous serons tous d'accord. Ne dépassons pas ces limites. Restons à l'intérieur de ces lignes afin d'éviter une autre guerre. »
Ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui avec Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout guidé par cela. Il est incontrôlable. He's out of control. Eh bien, nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, et je suppose que c'est là la principale malédiction dont beaucoup parlent. Chaque génération doit apprendre par elle-même les horreurs de la guerre. À mesure que la génération de la Seconde Guerre mondiale disparaît, il ne reste plus personne ayant une mémoire vivante de ces horreurs. Au cours des 30 dernières années, la guerre a été quelque chose qui arrivait à d'autres, loin d'ici. Je pense que cette génération va comprendre que la guerre signifie que les Oreshniks s'abattent sur nos villes. Mais j'ai déjà posé pas mal de questions pour conclure, alors je veux simplement vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps. J'apprécie toujours tes dernières questions. Elles sont toujours perspicaces. Continue ton excellent travail. J'ai particulièrement aimé ta conversation avec Sergei Karaganov. Je l'ai trouvée très éclairante. Merci, j'apprécie. Et pour ceux qui écoutent, je laisserai un lien vers cette conversation dans la description. Merci donc, Larry, et passe un excellent week-end. Très bien, mon ami. Perworth.